15h-16h, si on en parlait, avec Christina Luzzi sur RCFM. Bonjour, soyez les bienvenus dans Si on en parlait. Je suis ravie d'être avec vous en ce samedi après-midi. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Avec moi, Serge Jakobowski à la technique. Aujourd'hui, on parle méditation. Dans les écoles, à l'hôpital, dans les magazines, depuis quelques années, elle est partout. Elle trouve même sa place à la Chambre des députés. Difficile de passer à côté. Et ça fait maintenant plusieurs années que la méditation est proposée en consultation aux patients qui souffrent d'angoisse ou de dépression. Et cela avec un franc succès. Pour améliorer son sommeil, revenir à un équilibre alimentaire ou encore mieux gérer ses périodes de stress. La méditation est une véritable alliée dans la vie quotidienne et on va cet après-midi vous aider à en faire votre allié justement. RCFM, si on en parlait. Et pour cela, je suis en compagnie du docteur Marine Colombel. Bonjour docteur. Bonjour Christina. Ravie de vous accueillir. Marine Colombel, vous êtes docteur en psychiatrie, vous êtes spécialisée en thérapie cognitive et méditation. Vous exercez comme praticien hospitalier dans l'établissement public de santé mentale Barthélemy-Durand à Étampes. Vous enseignez également à la faculté de médecine de Paris-Sud dans le diplôme universitaire de Mindfulness. Et vous êtes fondatrice de la consultation Burnout et Mindfulness à l'EPS Barthélemy-Durand. Et vous êtes l'auteur de la méditation anti-burnout et prenez aussi la commande de vos rêves paru aux éditions Marabout. Et tout dernièrement, c'est tout nouveau, mes petites routines méditation pour des journées plus zen aux éditions Marabout également. Alors, docteur, je le disais, vous venez de publier cet ouvrage. Première question, qu'est-ce que c'est la méditation ? Alors ça, c'est une grande question. Effectivement, la méditation, on entend parler partout maintenant, sauf que c'est pas forcément évident de savoir ce que c'est. Alors la méditation, c'est un état de conscience qui est amplifié. C'est un exercice dans lequel on va entraîner notre attention à revenir sur nos sensations présentes, sur ce qui se passe dans notre corps, sur notre respiration. Au lieu de partir dans ses pensées, au lieu de partir dans ses ruminations, que ça soit par exemple sur le passé, comme dans les souvenirs, ou sur le futur, on va délibérément ramener notre attention sur ce qui se passe pour nous à l'instant présent. Alors moi la première, avec mon super tempérament, j'étais très sceptique lorsqu'on me parlait de méditation. La méditation dont on parle là, c'est une méditation qui n'est pas religieuse, il n'y a pas une spiritualité particulière. Est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde ? Alors la méditation que l'on fait nous en thérapie et que je propose, c'est ce qu'on appelle du mindfulness, de la méditation pleine conscience. C'est une méditation qui est en fait rentrée dans le champ médical. Ça veut dire qu'effectivement, on a enlevé complètement l'aspect religieux pour ne garder que la technique pure cognitive. Ça veut dire de travail sur l'attention. Et on s'est rendu compte que cette technique était très efficace pour gérer les pensées, pour gérer les émotions, comme l'angoisse, et était vraiment une alliée pour beaucoup de choses au quotidien. Et oui, effectivement, la méditation s'adresse à tout le monde parce que maintenant, on peut faire méditer des petits. Dès l'âge de 5-6 ans, on peut très bien faire méditer des enfants, par exemple, à l'école, jusqu'aux personnes âgées. Maintenant, il y a aussi des groupes de méditation qui se mettent en place dans les maisons de retraite. Vous dites des groupes de méditation, on peut quand même méditer tout seul, on est d'accord, hein ? On peut méditer tout seul, oui, tout à fait. Alors, souvent pour l'apprentissage, en fait, ça se fait souvent en groupe au début et après on peut s'y mettre tout seul sans trop de difficultés. Justement, on va voir que il faut avoir une certaine régularité dans la méditation pour que ça fonctionne. Concernant le temps à y consacrer, parce que c'est vrai qu'on a tous des vies très remplies, est-ce qu'on a besoin de méditer comme un ermite dans l'Himalaya pour que ce soit efficace ? Alors, la méditation, ce qui est vraiment important finalement, c'est comme le sport, c'est plus la fréquence que le temps qu'on y consacre. Ça veut dire que pour que ça soit efficace, pour que notre cerveau comprenne ce fonctionnement-là et l'adopte un peu au quotidien, il faut l'entraîner un petit peu tous les jours. Donc, il vaut mieux méditer 5-10 minutes tous les jours que, par exemple, une fois par semaine, 1 heure. C'est vraiment la fréquence et la régularité qui va faire qu'on va apprendre facilement la méditation. Alors, c'est plus qu'une technique, docteur. On peut dire que c'est vraiment un état d'esprit, la méditation. C'est même un mode de vie. Une fois qu'on a compris ce que c'était et les apports que ça pouvait nous apporter au quotidien, par exemple sur l'alimentation, sur la régulation des émotions, sur la régulation du sommeil, c'est vraiment un outil qui va complètement changer notre quotidien. Je pense surtout pour les gens qui sont un petit peu déconnectés, qui sont très stressés, par exemple, avec une vie très active. C'est vraiment un outil qui va être
particulièrement efficace pour les ramener vraiment dans leur quotidien et pour enrichir finalement leur vie quotidienne. Alors vous le disiez tout à l'heure, on revient sur soi, on se reconcentre sur soi. Ça va aider aussi aux personnes qui ont un peu un manque de confiance en eux à retrouver confiance en soi, la méditation. Oui, on va retrouver finalement les ressources qu'on possède tous en nous, mais des fois on oublie un peu ou qu'on laisse de côté. Et pour ça, ça va agir vraiment en fait sur nos pensées, sur nos ruminations, sur par exemple les petites phrases qu'on peut se dire qui peuvent être négatives. Dès qu'on s'aperçoit de cette présence-là, avec la technique de la méditation, on va apprendre à les laisser passer, à revenir vraiment sur ce qu'on est vraiment, qui on est vraiment. Et ça, c'est un vrai soulagement parce que finalement, ce qui fait qu'on est stressé, qu'on est angoissé, c'est toutes ces petites phrases qu'on se répète au quotidien qui ne sont pas vraies, mais qui nous envahissent complètement. Et on va apprendre justement à sortir de ça, à revenir vraiment sur soi, sur ce qui se passe vraiment pour nous. Et à s'apaiser du coup. À s'apaiser, évidemment. Alors, vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de bienfaits sur la méditation. Je le disais aussi dans mon introduction. Grande question aussi, parce qu'on voit beaucoup de choses sur Internet aujourd'hui, et vous le disiez, on ne parle que de ça. On médite les yeux fermés ou on médite les yeux ouverts, docteur Colombel? Eh bien, on peut méditer des deux façons. Ah, bon, voilà. Donc, l'ouverture des yeux va dépendre en fait de notre état de conscience lors de la méditation. Si on a tendance à s'endormir parce qu'on est très fatigué, on va plutôt avoir tendance à ouvrir les yeux pour rester connecté. Alors que si on a beaucoup de pensées, qu'il y a beaucoup de ruminations, au contraire, on va avoir plutôt tendance à fermer les yeux pour s'aider à s'intérioriser, que ça soit un petit peu plus facile. Mais on dit, ceux qui ont l'habitude de méditer, ils méditent avec les yeux à moitié ouverts, moitié fermés, pour rester un petit peu entre justement le monde extérieur et le monde intérieur, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc si vous faites attention, lorsque vous voyez des sculptures de gens qui méditent en Orient, par exemple toutes les sculptures de Bouddha, c'est de ça que je pensais. ils ont les paupières sont très légèrement entrouvertes si vous faites attention. Et ben c'est pour cette raison-là, c'est parce que en méditation, donc la posture traditionnelle, c'est les yeux entrouverts à mi-chemin entre son monde intérieur et le monde extérieur. Alors, je voudrais qu'on parle, pour bien comprendre, des effets de la méditation sur le corps. La médecine occidentale a redécouvert les bienfaits de la méditation depuis maintenant une vingtaine d'années. Les inflammations, les douleurs, les tensions artérielles. La méditation peut nous aider dans de nombreux soucis quotidiens. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de quelques-uns des effets cliniques les mieux documentés justement par la science médicale ? Alors donc il y a deux grands domaines où on sait que ça marche bien. Donc le premier au niveau du corps, c'est tout ce qui est lié finalement à l'inflammation du corps. On sait que la méditation va diminuer le taux de cortisone et d'adrénaline dans le corps. Donc c'est deux hormones qui sont liées finalement au stress, donc au stress psychique mais surtout au stress corporel. Et ces hormones au long cours, par exemple le cortisone au long cours, va faire des inflammations, va faire des douleurs chroniques, va faire que notre système immunitaire va être moins efficace. Donc le fait de méditer, en diminuant naturellement ce taux d'hormones-là, de cortisone, on sait qu'on va avoir un effet très efficace sur toutes les maladies inflammatoires. Par exemple, je pense la polyarthrite rhumatoïde ou toutes les inflammations chroniques qu'on peut avoir. Ça va être très efficace aussi sur les douleurs chroniques. Ça veut dire qu'on va apprendre à gérer autrement la douleur. Donc, des maladies digestives aussi, tout ce qui est inflammatoire. Tout ce qui est inflammatoire, ça va réguler par exemple ça va aider à réguler les maladies digestives. Ça va aider donc la gestion de la douleur. Ça va finalement aider le corps à se réguler de lui-même et améliorer les choses. Évidemment, quand on a une grosse maladie chronique, ça n'empêche pas de prendre les médicaments à côté. Non, bien mais ça évidemment. va vraiment être un atout, une aide pour amplifier l'effet des médicaments. Donc ça, c'est au niveau du corps. Au niveau de l'esprit, on sait également qu'il y a une grosse efficacité. Donc moi, je travaille en psychiatrie, donc j'ai surtout des patients qui viennent pour des troubles anxieux et des dépressions. Et on commence à avoir des bons arguments pour l'effet de la méditation contre la dépression. On sait que la méditation va nettement diminuer les récidives de la dépression, parce qu'on va vraiment travailler avec les personnes sur les pensées, sur les schémas cognitifs qui entraînent finalement le mal-être et la dépression. On va les travailler très en amont avec la méditation
et on va avoir des effets très efficaces pour éviter la rechute dans la dépression. Oui, parce que vous le disiez, moins de rumination, régulation des émotions, donc du coup un meilleur sommeil, on augmente les capacités de notre cerveau, donc tout ça effectivement peut avoir qu'un effet bénéfique. Je voudrais qu'on revienne sur le corps, diminution aussi, j'apprenais dans votre livre, de la tension artérielle, les organes qui subissent moins l'effet du stress, il y a que du bon dans la méditation. Ah bah il y a que du bon, donc oui, il y a tout l'aspect hypertension, il y a l'aspect cardiaque aussi. Comme on a moins d'hormones du stress, le cœur va avoir tendance à avoir un rythme cardiaque beaucoup plus bas. Donc le cœur au long cours va moins souffrir finalement du stress. Il va y avoir aussi un effet immunitaire. On va être moins sensible aux petites maladies qu'on peut avoir l'hiver, comme les rhumes ou les bronchites, toutes les maladies un petit peu qu'on retrouve en hiver. On sait que notre système immunitaire sera plus efficace. Et je lisais aussi dans votre dernier ouvrage, Mes petites routines méditation pour des journées plus zen, aux éditions Marabout, que la méditation avait aussi une action sur nos gènes. C'est puissant quand même. Alors ça, c'est assez fou. C'est quelque chose qu'on a découvert il y a une petite dizaine d'années à peu près dans les études. Effectivement, il y a une action sur les gènes. Donc en fait, ce qu'on sait au niveau des gènes, c'est que le stress va causer la diminution de la taille des chromosomes. Ça veut dire que nos chromosomes, vous savez, c'est les petits bâtonnets qui contiennent l'ADN dans les cellules. Mmh. Avec le temps, ces chromosomes vont avoir tendance à perdre les bouts. Il y a des morceaux qui vont partir et lorsque le chromosome va être trop atteint, finalement, la cellule va mourir. Donc il va y avoir un décès de cellules plus rapide. L'effet de la méditation, on a découvert que ça allait agir sur une enzyme qui s'appelle la télomérase, qui va empêcher la destruction de ces chromosomes. Ça veut dire que lorsqu'on fait de la méditation de façon régulière, nos chromosomes vont rester en forme plus longtemps et du coup, les cellules vont rester en forme plus longtemps, on va vieillir moins vite. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on parle méditation aujourd'hui dans Si on en parlait. On va poursuivre cette conversation avec vous, docteur Marine Colombel, tout de suite après Vita et Slimane de l'Or. RCFM, Si on en parlait. Christina Lozzi sur RCFM, jusqu'à 16h. Et on est ensemble jusqu'à 16h aujourd'hui avec le docteur Marine Colombel, spécialiste de thérapie cognitive et méditation, qui exerce comme praticien hospitalier dans l'établissement public de santé mentale Barthélemy Durand à Étampes et qui enseigne également à la faculté de médecine de Paris-Sud dans le diplôme universitaire de Mindfulness. On parle méditation. Marine Colombel qui vient de sortir un livre aux éditions Marabout, Mes petites routines méditation pour des journées plus zen. Programme de 28 jours. On parle de tout, sommeil, émotions, stress, repas, et on va aborder tout ça dans la seconde partie de l'émission. Alors, Marine, quelque chose d'important aussi dans la méditation, c'est la position que l'on va prendre. Est-ce qu'il y a une position standard à adopter lorsque l'on souhaite méditer ? Alors, on peut méditer donc assis, ça c'est la vision traditionnelle de la méditation. On peut également méditer debout ou couché. Donc, si on décide de méditer assis, ce qui est vraiment très important, ce qu'il faut retenir, c'est d'essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Alors pour cela, c'est tout simple, il suffit d'avoir une chaise, on se met sur le bord de la chaise et on va faire ce qu'on appelle une petite bascule du bassin en avant, ça veut dire qu'on va sortir le nombril et on va rentrer le menton de quelques centimètres vers l'arrière. Et vous allez voir, si vous faites le petit exercice à la maison pendant que je parle. Serge est en train de le faire à la technique, je le vois faire. Il a rentré son menton et tout, impeccable. Il est prêt à méditer. Et la petite bascule du bassin. Votre colonne, spontanément, elle va s'aligner. Et ensuite, il n'y a plus qu'à poser simplement une main sur chaque cuisse ou l'une dans l'autre au niveau du nombril. Et vous avez la position parfaite pour débuter une méditation. Voilà, donc ça c'est quand on veut méditer assis. Ça c'est la méditation assise, donc c'est la plus traditionnelle, c'est celle qui va nous faire le plus travailler. Mais si on veut pratiquer de la méditation dans d'autres conditions, par exemple on l'abordera après pour dormir, on peut très bien méditer aussi couché. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de prendre soit de méditer directement sur le matelas, soit de prendre un oreiller qui est très plat, parce que le but c'est aussi de garder le dos droit, donc il faut éviter de casser la nuque avec un oreiller qui est trop haut. Donc on se met bien à plat sur le matelas, sur le dos. On écarte un petit peu les bras et les jambes pour se sentir à l'aise et pas avoir de contact.
Et là, on a la position pour méditer couché. D'accord. Et on peut méditer aussi debout. On peut méditer debout, donc ça peut être très pratique, par exemple dans les transports en commun ou lorsqu'on est au travail, on n'a que 5 minutes et on n'a pas le temps de s'asseoir. Donc la méditation debout, c'est le même principe pour avoir le dos droit. Donc comment on fait pour avoir le dos droit lorsqu'on est debout? On va plier très légèrement les genoux pour être bien à l'aise. On va également faire la petite bascule du bassin vers l'avant, ça veut dire qu'on pousse sur le nombril et on rentre le menton vers l'arrière. Et là, on va avoir un dos qui va être parfaitement droit pour la méditation debout. Pour les bras, donc soit on les laisse simplement de chaque côté du corps, soit on les ramène en cercle au niveau de la poitrine. Donc ça s'appelle en fait tenir l'arbre, parce que imaginez que vous êtes en train de faire un câlin à un arbre, donc c'est exactement la position qu'on prend avec les bras. Et vous avez la base de la méditation debout qu'on retrouve. On a perdu Serge. Serge est en train d'enlacer l'ordinateur. Donc, ça peut faire, Marine, ça peut faire, vous parliez des transports en commun, ça peut être un peu bizarre quand même si vous commencez à enlacer le poteau dans les transports en commun. Voilà, donc lorsqu'on met les bras en l'air, c'est la base par exemple des méditations comme le tai chi, où avant de commencer le mouvement, on commence dans cette position-là. Évidemment, si on est dans les transports en commun, on va plutôt avoir les bras de chaque côté du corps. Moi, je le fais régulièrement. Les gens, généralement, ne remarquent pas vraiment que je suis en train de méditer. Alors, il y a plusieurs formes de méditation. Ça diffère beaucoup d'une région à l'autre du monde. Est-ce qu'il y a quand même des points qui restent constants dans toutes les formes de méditation, docteur Colombel? Oui, donc c'est vrai que on parle de la méditation. On devrait parler plutôt de des méditations. Parce que c'est une pratique qui s'est répandue en Asie depuis au moins 2000 ans, parce que les premiers textes datent de moins 500 avant Jésus-Christ, donc on sait qu'il y a une pratique qui est très très longue en Asie. Et en fonction des pays où est allée la méditation, la forme de méditation a évolué, parce que les gens ne cherchaient pas exactement les mêmes choses, ils n'avaient pas non plus les mêmes conditions matérielles pour méditer, donc on a eu des formes de méditation qui ont différé un peu d'un pays à un autre. En tout cas, il y a quand même des points communs dans chaque type de méditation. Donc, le premier point commun, comme je viens de vous le dire, c'était la position au niveau du dos droit qu'on retrouve partout dans toutes les civilisations. C'est pourquoi, Marine, le dos droit? C'est pour libérer des énergies? C'est pourquoi il faut absolument avoir cette colonne bien alignée? Alors, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue vraiment organique, lorsqu'on a le dos droit, c'est là où on va mieux respirer. On va laisser notre cage thoracique pouvoir se développer complètement, et comme la respiration, donc on en parlera tout à l'heure, c'est un point essentiel de la méditation, ça permet vraiment d'avoir une amplitude pulmonaire qui est beaucoup plus importante que lorsqu'on est avachi, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. D'un autre côté, du côté plutôt de la médecine asiatique. Donc, dans la médecine asiatique, on parle du système énergétique. Et on sait quand la méditation est reliée à la médecine asiatique, c'est la même conception du corps. C'est pour libérer effectivement le système énergétique. Et le carrefour principal au niveau du système énergétique en Asie, c'est la colonne vertébrale. C'est l'autoroute, on va dire, énergétique. Et donc, on essaye que cette autoroute soit toute droite pour pas qu'il y ait de blocage, tout simplement. Ok. Donc, vous le disiez, la respiration, ensuite, qui occupe une place fondamentale dans la méditation. Oui. Donc, la respiration, donc là, ça peut différer d'une méditation à une autre. Ça veut dire que dans certaines formes de méditation, on va contrôler la respiration. Dans d'autres, on ne contrôle pas. Donc, dans celle que je propose, qui est le mindfulness qu'on pratique, nous, dans les hôpitaux, la respiration se fait toujours de façon naturelle, de préférence par le nez, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de modifier notre respiration, on vient simplement en prendre conscience. Et le simple fait de poser notre attention sur la respiration, de prendre conscience que l'on respire, va faire que la respiration va se modifier d'elle-même sans qu'on ait aucun effort à fournir finalement. Le simple fait d'observer va changer notre respiration sans qu'on essaye de mettre un rythme particulier. Alors, une chose très intéressante aussi que je lisais dans votre ouvrage, c'est l'intention de méditer. Des fois, on nous dit, mais quand tu es en voiture, par exemple, et que tes pensées partent, tu es déjà en train de méditer. Non, c'est une intention de méditer. Il n'y a pas de méditation sans intention, docteur Colombel.
Il faut, tout à fait. Donc, la méditation, souvent, ça va aussi avec la question est-ce que j'ai bien ou j'ai mal médité. Donc, ça revient un petit peu au même. Ah oui, À la partir question. c'est une bonne question parce qu'on me la pose très souvent. J'allais y venir, hein. Et ce que je réponds à chaque fois, c'est et si vous avez eu l'intention de méditer, que vous vous êtes dit je prends 5 minutes pour moi, je m'assois, je reviens à mes sensations, je reviens aux sensations de ma respiration, eh bien, vous avez médité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation parce que l'intention est là. Mais d'un autre côté, si on était en train de faire une pratique, même si on était à l'instant présent, mais qu'on n'avait pas cette intention de méditer, on est dans ce qu'on appelle de la méditation informelle. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment dans de la méditation, on est plutôt dans l'état d'esprit de la méditation, mais on n'est pas dans l'exercice de méditation parce qu'il faut cette intention de méditer, de prendre ce temps pour soi. Et malgré les apparences qui peuvent être trompeuses d'immobilité, on est pleinement actif pendant la méditation. Ah bah complètement, si vous avez déjà essayé la méditation, Christina, mais j'adore. Vous voyez que... Ah mais ça change ma vie. Vraiment. On n'est pas passif dans la méditation. Notre corps, évidemment, est immobile, où il y a peu de mouvement, mais par contre, notre esprit est extrêmement actif parce que nous devons rester attentifs à l'endroit où nous sommes. Ça veut dire que dès qu'il y a une pensée qui nous emmène loin, dès qu'on est parti dans autre chose, là, tout notre travail consiste à ramener volontairement notre attention sur les sensations du corps, sur la respiration. Donc, il y a des jours où ça va être très facile parce qu'il y a très peu de pensées. Donc, on va être simplement dans les sensations du corps. Ça va se passer très bien. Mais il y a des jours où il y a des jours, c'est la tempête. On a beaucoup de pensées, on a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui viennent à l'esprit. Et là, le travail va être un peu plus difficile parce qu'il va quand même falloir prendre notre attention et ramener toujours à la respiration. Justement, mais quand on est submergé. Alors, je vous pose toutes les questions que je me suis posées avant de mettre mindfulness. Mais non, mais parce que je pense que tout le monde se les pose à un moment donné quand on veut s'y mettre. Quand on est submergé par toutes ces émotions, par des soucis et que notre cerveau reprend son tourbillon habituel de pensée, c'est là qu'il faut faire l'effort de dire allez, on y va. C'est ça. Donc au début, effectivement, ça demande un petit effort parce que notre cerveau, il n'est pas habitué à aller dans ce mode de fonctionnement-là, de se détacher de ses pensées pour revenir simplement à ce qui se passe pour lui. Donc il va falloir s'entraîner encore et encore. Et petit à petit, vous allez voir que l'effet, ça va être de plus en plus facile parce que notre cerveau va comprendre ce mode de pensée, va comprendre ce mode de fonctionnement et il va y aller avec de moins en moins de difficultés. Donc, il y aura toujours des jours, évidemment, où il y a beaucoup de pensées, c'est comme ça, mais il y aura beaucoup plus de méditation où c'est beaucoup plus calme, où on peut revenir simplement aux sensations sans trop d'efforts. Mais ça, il va falloir de la pratique, effectivement, et méditer avec une fréquence très régulière. Vous le disiez, donc vraiment l'important, c'est pas le temps qu'on y consacre, mais la fréquence. Et il y a des études de neurosciences et de comportementales qui ont découvert qu'il fallait entre 21 jours et 30 jours pour instaurer cette nouvelle routine de vie. Finalement, ça prend pas autant de temps que ça de rentrer dans cette nouvelle façon d'être. Oui, c'est pas si long que ça, donc ça dépend énormément d'un individu à l'autre. En fait, certaines personnes, avec une semaine de pratique, ils vont déjà avoir des routines qui vont se mettre en place. D'autres, ça va être plus long, il va falloir 1 mois, 2 mois. Donc ça dépend de chaque personne. On n'est pas tous égaux là-dessus sur l'apprentissage. Mais ce qui est important, c'est la fréquence et surtout un peu de ritualiser ce temps de méditation. Ça veut dire de prendre toujours un petit temps dans la journée, mais on va essayer de prendre par exemple le même horaire tous les jours pour méditer. Essayer de méditer à peu près dans le même lieu, toujours de la même façon, pour ritualiser, pour aider notre corps et notre cerveau à ne pas oublier qu'il faut méditer et pratiquer. L'heure traditionnelle, c'est celle du lever du soleil, mais est-ce qu'il y a un moment plus propice qu'un autre pour méditer à la maison, par exemple ? Alors ça dépend vraiment de chaque personne. Donc l'heure traditionnelle, effectivement, c'est le lever du soleil, c'est ce qui va correspondre donc au petit matin. Généralement, ça correspond au plus de gens, mais ça dépend vraiment des fonctionnements et de l'horloge interne. Par exemple, moi, je n'ai jamais réussi à méditer le matin, et pourtant, ça fait plus de 10 ans que je médite. Je médite toujours le soir parce que c'est mon fonctionnement. Donc là, il faut vraiment s'écouter soi. Plutôt qu'écouter les autres, écoutez votre corps, écoutez votre fonctionnement. Vous verrez qu'il y a toujours un moment de la journée avec un petit creux où vous êtes ni trop fatigué, ni trop éveillé, et ça va être peut-être ce petit moment qu'il va falloir choisir. Je pense aussi aux gens qui ont, par exemple, des enfants à la maison où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation. Il va falloir peut-être trouver, surtout au début de la méditation, lorsqu'on apprend la méditation, un moment un peu plus calme, un moment où les enfants font la sieste ou alors ils sont à l'école.
pour avoir plus de facilité. Au début de la méditation, il faut vraiment se mettre dans un contexte qui va être le plus favorable pour nous, avec le moins de distractions possible. Après, vous allez voir que si vous commencez la pratique, au bout de quelques mois, ça sera moins utile parce que vous pourrez méditer à peu près dans toutes les circonstances, quel que soit le contexte. Mais avant d'arriver là, il faut vraiment se faciliter la vie et prendre un moment où c'est le plus facile pour nous, tout simplement. Exactement. Alors, on met la méditation au cœur de notre quotidien. C'est le sujet de votre dernier ouvrage aux éditions Marabout, Mes petites routines méditation pour des journées plus zen. On va parler justement dans quelques minutes de méditer pour mieux manger, de méditer pour faire la paix avec ses émotions, de méditer pour mieux dormir ou pour booster son cerveau. Ça sera tout de suite après The Weeknd, Blinding Lights. RCFM, Christina Lutz sur RCFM, jusqu'à 16h. Et on est zen cet après-midi, mais zen. Serge Jakubowski est en train de méditer à la technique. Oui. On parle méditation cet après-midi avec le docteur Marine Colombel, docteur en psychiatrie, qui vient de sortir un nouveau livre aux éditions Marabout, Mes petites routines méditation pour des journées, je vais y arriver, plus zen, un programme de 28 jours. Alors, docteur Colombel, vous le disiez, la méditation peut intégrer différents domaines de notre vie et on peut méditer pour mieux manger aussi. Oui, donc ça c'est ce qui s'appelle donc les repas en pleine conscience ou le mindful eating en anglais. On va en fait appliquer les techniques de méditation, donc de la respiration, de l'attention, de revenir sur les sensations de notre corps, sur ce qui se passe dans notre corps, mais à des moments particuliers de notre vie. Et un des grands moments qui est propice à ça, finalement, c'est le moment du repas. Parce que finalement, pendant le repas, on est des fois on regarde la télévision, on regarde des fois notre portable, et pendant ces moments d'absence, du coup, on oublie d'écouter les signaux de notre corps finalement. Mais tout à fait. Il y a très peu de fois où on est vraiment là, présent avec notre assiette, avec les aliments, avec les gens qui sont autour de nous, avec nos sensations. On est souvent avec la télévision, avec le portable en main, ou même dans nos pensées, en train de penser à la journée qui s'est passée ou à la journée du lendemain. Et lorsqu'on mange dans ces conditions-là, on oublie complètement finalement ce qui est dans notre assiette. Et on peut avoir par exemple des fringales. Par exemple, c'est le fameux paquet de chips qu'on va finir devant la télé sans s'apercevoir qu'on a ouvert un paquet de chips. Donc l'attitude de la pleine conscience, ça va simplement nous réapprendre à revenir au sensoriel, revenir à nos 5 sens, à voir ce qu'on a dans l'assiette, à voir au niveau sensoriel, au niveau du goût, ce qu'on va manger. Et c'est une vraie rééducation qu'on va faire au niveau corporel. Parce que comme on va écouter plus nos sens, déjà, l'alimentation va avoir beaucoup plus de goût. On va amplifier le plaisir de manger. Donc déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup. Oui. Mais ça va. Donc finalement, oui. cette alimentation va nous servir de support pour notre attention, là, en mangeant en pleine conscience. Ça va être un support. Ça va être le support de nos 5 sens qui va être notre alimentation. Donc, les goûts vont être amplifiés, mais on va écouter également tous les signaux qui sont à l'intérieur de notre corps. Donc, on va aussi s'habituer à écouter les signaux de faim et s'habituer à écouter les signaux de satiété. Et donc, pouvoir s'arrêter au moment où notre corps, finalement, a suffisamment mangé. Parce que notre corps est capable de nous le dire. Il n'y a pas besoin de peser sa nourriture. Notre corps, spontanément, sait ce qu'on a besoin de manger. Donc, si on l'écoute, on va pouvoir manger des aliments qui sont bons pour nous. Et c'est également à quel moment il faut dire stop. Le nombre d'aliments est atteint. Et si on va réécouter... Les enfants le font très bien d'ailleurs. Hein. Les enfants le font très bien. Les petits le font spontanément. Ils sont complètement dans leur repas quand ils sont en train de manger. Quand ils ont plus faim, ils arrêtent de manger. Et ça va réguler tout le corps et finalement, ça va réguler notre poids. C'est un moyen efficace de maigrir, par exemple, lorsqu'on est en surpoids, sans se prendre la tête parce qu'on ne va pas être dans la privation alimentaire, mais simplement en réaccordant de la place aux signaux de notre corps. Donc il y a des exercices comme ça à faire si on a envie de tester ce repas en pleine conscience. Alors, du moins un rituel. Voilà. Donc avant de faire le grand repas en pleine conscience, je vous conseille de faire un petit exercice qui se nomme en mindfulness l'exercice du grain de raisin, parce que initialement ça a été fait avec un grain de raisin sec, mais vous pouvez très bien le faire avec autre chose. Ce qui est très important, c'est de prendre un petit aliment qui est tout petit, comme la taille d'un grain de raisin,
et on va aller explorer cet aliment avec nos 5 sens. Ça veut dire qu'on va vraiment prendre le temps. On va prendre le temps au début de le poser au creux de notre main, de vraiment sentir toutes les sensations au contact de cet aliment, toute la surface, tout ce qui est sensoriel. Puis, on va le passer au niveau des narines, on va observer toutes les sensations olfactives, la vue, évidemment, donc on va regarder attentivement l'aliment. Et ensuite, dans un dernier temps, on le met dans la bouche et on va observer toutes les saveurs qui se développent dans la bouche. Donc, si on fait bien cet exercice-là des 5 sens, il faut mettre au moins 5 minutes pour manger un seul grain de raisin. Donc, on voit bien qu'on ralentit énormément le temps. Mais vous allez voir que si vous n'avez jamais fait cet exercice, vous allez vraiment être étonné. Que ça soit un aliment que vous n'avez jamais goûté, vous allez voir que ça va amplifier vraiment les sensations. Mais vous pouvez très bien le faire avec un aliment que vous connaissez déjà. Et là, vous allez redécouvrir vraiment les saveurs d'un aliment habituel, mais que vous n'avez jamais vu sous cet aspect-là. Alors, on parle de mindful eating, c'est plus large que le simple fait de se nourrir, pour être vraiment à l'écoute du moment présent. Lorsque l'on mange, ça passe aussi par prendre soin de son environnement. Est-ce que il y a une mindful cuisine type Marine Colombel? Donc effectivement, le repas, ça ne commence pas au moment où notre assiette est devant nous, ça commence dès l'élaboration du repas. Je dirais même dès le moment où on va se dire mais qu'est-ce que je vais manger? À partir de là, ça commence le repas en pleine conscience. Dès qu'on a l'écoute de son corps, on dit bah tiens, j'ai envie de faire ça. Donc dès qu'on va dans la cuisine, qu'on va commencer à cuisiner, le conseil c'est pour garder cet état d'esprit où on va vraiment rester dans l'instant présent. On peut déjà le commencer tout de suite quand on fait la cuisine. On remettre vraiment notre attention sur les sensations qu'on a dans cette cuisine. Quelle est la lumière qui entre? Y a-t-il des odeurs particulières? Par exemple, si vous avez des aromates dans votre cuisine, qu'est-ce que vous sentez dans la cuisine? Lorsque vous découpez des légumes ou des fruits, quelle est la sensation de la découpe? Vous êtes déjà au moment présent, vous êtes déjà dans la préparation et dans le plaisir, parce que vous êtes déjà en train de préparer votre corps finalement au repas. Et c'est une partie qui est quasiment aussi importante que la dégustation. Donc l'environnement a une place très importante parce que au lieu de rester dans nos pensées, dans nos ruminations, on va déjà débuter tout ce travail de retour à soi, de retour au moment présent, dès le début finalement, dès l'élaboration du repas. Alors, autre moment important de la journée, puisque je rappelle quand même qu'on passe un tiers de notre vie à dormir, soit 30 ans, si on a la chance de vivre jusqu'à 90 ans. Du coup, on peut méditer, docteur Colombel, pour mieux dormir également. Donc, on reste exactement dans la même logique. Donc, lorsqu'on va dormir, il y a 2 types de méditation. Donc, on peut méditer la journée pour s'entraîner à la méditation. On peut également méditer au coucher. Ça veut dire qu'on peut méditer dans son lit parce qu'on est en position couchée dans son lit. Et dans ce cas-là aussi, on va apprendre à ramener notre attention sur les sensations de notre corps, sur notre respiration. Et ça, l'effet principal que ça va faire, c'est qu'on va sortir de toutes les ruminations qui ont tendance à se mettre en place lorsqu'on s'endort. Et ça, on sait que les ruminations, c'est la principale cause finalement de problèmes de sommeil. La majorité des gens n'ont pas de maladie organique qui fait qu'ils ne dorment pas. Le problème, c'est qu'ils sont complètement absorbés par leurs pensées. Ils n'arrivent pas à se remettre dans l'instant présent. Ils stimulent sans arrêt leur cerveau qui finalement ne comprend pas que c'est le moment de dormir. Pour lui, c'est encore un moment d'éveil. Donc, on va rééduquer notre cerveau à revenir sur ce temps d'endormissement pour lui faire reprendre les bonnes habitudes et reprendre un cycle de sommeil normal. Alors, on a une question de Coralie. Si on en parlait, vos questions. Coralie qui demande, docteur Colombel, est-ce que l'on peut méditer lorsqu'on se réveille la nuit pour favoriser l'endormissement? Ça, c'est quand on n'arrive plus à se rendormir. Je pense que c'est la question. Donc, on peut, là, je vous parlais de la méditation au moment de l'endormissement. Si il vous arrive de vous réveiller la nuit, donc comme la plupart des adultes finalement, parce qu'on se réveille tous la nuit, sauf que la plupart des réveils durent en fait moins de 3 minutes. Ça veut dire notre cerveau n'a pas le temps de se rappeler qu'on s'est réveillé. Mais on a tous des micro-réveils. Le problème, c'est que certaines personnes, ces micro-réveils ont tendance à se rallonger et devenir des vrais réveils. Lorsqu'on dépasse les 3 minutes, qu'on va sur 10, 20, 30 minutes, voire plus, hélas, pour ceux qui ont du mal à dormir, on va réactiver notre cerveau, on va sortir de ce mode de sommeil.
Donc là, on peut très bien faire la pratique de la méditation. On peut garder notre position, par exemple, de méditation couchée. Et on va, au lieu de repartir dans nos pensées, on va ramener notre attention toujours au niveau de la respiration, au niveau du corps. Et on va attendre que le prochain cycle de sommeil vienne spontanément. Sauf qu'au lieu de se retourner sans arrêt dans son lit et de se dire mince, j'arrive pas à dormir, de s'angoisser, de toujours encore moins dormir, on va profiter de ce temps finalement pour se faire du bien et se reposer quand même si on n'est pas en train de dormir. Et spontanément, le sommeil va venir de lui-même sans qu'on ait à forcer. Je rebondis sur ce que vous dites. C'est vrai que la méditation, même en journée, si on n'a pas le temps de faire, pour ceux qui aiment faire la sieste, mais quand on fait une méditation, même une méditation flash dans la journée, ça, on a l'impression d'avoir fait une sieste. On ressort de là vraiment reboosté. Ah oui, c'est un état de conscience donc qui est très particulier, la méditation. C'est ni du sommeil ni de l'éveil, mais c'est un état de conscience où vraiment notre corps va se réguler, où notre cerveau va se reposer aussi. Donc évidemment, ça ne vaut pas une bonne nuit de sommeil où on dort bien. Non, mais lorsqu'on n'a pas le temps ou qu'on a des difficultés à dormir, effectivement, ça remplace très efficacement la sieste, par exemple, parce qu'on sait que cet état de conscience particulier va quand même être extrêmement reposant pour le corps et pour l'esprit. Alors Marine Colombel, vous êtes aussi l'auteur de la méditation anti-burnout et Prenez les commandes de vos rêves aux éditions Marabout. La méditation peut aussi nous aider à améliorer la qualité de nos rêves. Oui, donc ça c'est un autre effet de la méditation vis-à-vis du sommeil. Donc déjà la récupération du sommeil parce qu'on dort plus facilement. Le deuxième état, c'est au niveau de la qualité de nos rêves. Donc les rêves, c'est encore un domaine qui est assez mystérieux, même pour les scientifiques, parce qu'on sait que c'est important, parce que on sait que maintenant que tout le monde rêve, tous les humains rêvent, donc c'est qu'il y a une obligation finalement pour notre corps de rêver. Alors là, il y en a qui se disent non, moi je rêve pas, mais si, tout le monde rêve vraiment. Hein. Tout le monde rêve vraiment. Il y a eu des études qui ont été faites. Tout simplement, on a réveillé des gens au milieu de leur phase, juste au niveau de la phase paradoxale, et on leur a demandé à ce moment-là de quoi ils rêvaient. Et il y a plus de 80% des gens qui étaient capables de rappeler le rêve qu'ils étaient en train de faire. Donc oui, tout le monde rêve, ça c'est certain. Et on partage le rêve même avec beaucoup d'autres animaux. Par exemple, les chiens, souvent quand ils rêvent, on voit qu'ils sont en train de rêver. Il y a beaucoup d'animaux où on a pu documenter le fait que les animaux rêvent aussi. Donc on sait que c'est un besoin naturel pour beaucoup d'animaux. Mais ce rêve, la difficulté, c'est que tout le monde ne s'en rappelle pas. Donc la méditation, déjà, la première chose, c'est que ça va augmenter notre capacité à nous rappeler de nos rêves, tout simplement, à être plus conscient des rêves qui nous arrivent. Bien évidemment, mais très très important ce que vous dites parce que vraiment les rêves ça peut perturber beaucoup de gens quand ils se transforment en cauchemar ou donc pour le coup si on peut méditer pour faire de meilleurs rêves, pour améliorer la qualité des rêves, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que donc évidemment on a quelques pistes quand même pour les rêves, on se doute de quoi ça sert. Une des grandes pistes, en fait, c'est que le rêve serait le lieu de régulation des émotions. Toutes les émotions qu'on a vécues dans la journée et qu'on n'a pas réussi à évacuer, finalement, vont réussir à s'évacuer pendant le rêve. D'où l'importance de rêver. Ça veut dire que ça permet de faire une sorte de soupape de sécurité qui permet d'évacuer un peu tout ce trop-plein. Et ce qui expliquerait aussi pourquoi les enfants, par exemple, font plus de cauchemars que les adultes. Parce qu'ils peuvent essayer de régler un problème qu'ils n'auraient pas aussi réussi à régler dans la journée ou ce genre de choses. Parce qu'on sait que les enfants, jusqu'à l'âge de l'adolescence, donc jusqu'à 11-12 ans, ont un système de régulation des émotions qui est moins efficace que celui des adultes. Ça veut dire qu'ils ressentent beaucoup plus fortement leurs émotions que les adultes. Et ça va se transmettre dans les rêves. Ça veut dire qu'ils vont faire plus de cauchemars, tout simplement parce que ces émotions, elles vont ressortir à ce moment-là. Et les images qui vont apparaître dans le rêve vont correspondre à l'émotion qu'ils ont sentie dans la journée, par exemple la tristesse ou la colère. Donc ça va connoter au niveau du rêve. Le fait de méditer, ça va vraiment jouer énormément sur cette régulation des émotions. Ça veut dire que si on médite par exemple avant de dormir, on sait qu'on va réussir à calmer spontanément ces émotions. Donc il y aura moins d'émotions à réguler pendant le rêve et souvent les rêves seront beaucoup plus
paisible. Il y aura moins de cauchemars, par exemple. Et on peut faire des rêves lucides aussi, docteur Colombel. La méditation pendant le sommeil, on voit ça dans votre livre. Du coup, c'est super. On va pouvoir faire des rêves, de réaliser ses désirs les plus fous dans ses rêves et ne plus faire de cauchemars. C'est absolument magique. Il reste 2 petites minutes d'émission. Je voudrais aussi que l'on parle de la méditation pour booster son cerveau. La méditation peut nous aider à développer nos capacités intellectuelles également. Ah oui, tout simplement. Donc ça, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. C'est que le phénomène d'action de la méditation, c'est vraiment sur nos capacités d'attention, la capacité de ramener notre attention où on veut qu'elle soit, et donc généralement sur notre corps ou sur notre respiration. Et on sait que l'attention, c'est la porte d'entrée de beaucoup de choses au niveau du cerveau et de beaucoup de formes d'intelligence. Par exemple, la mémoire va dépendre de notre attention. Si on n'est pas capable d'être attentif quelques minutes, notre mémoire n'aura pas le temps d'encoder l'information et nous aurons des trous de mémoire, tout simplement. Donc le simple fait de rebooster, de remuscler notre attention va avoir des effets vraiment au niveau intellectuel. On aura une meilleure mémoire, on aura une meilleure intuition de ce qui se passe. On aura une vitesse de transformation de l'information qui va être beaucoup plus importante. Donc, on va vraiment agir finalement sur nos capacités d'intelligence qui vont être reboostées avec la méditation. Des effets aussi sur la maladie d'Alzheimer. C'est déjà la fin de cette émission, ça passe toujours très très vite. Merci beaucoup, docteur Colombel, d'avoir été mon invité cet après-midi. Merci à vous. Je rappelle que vous venez d'éditer un livre aux éditions Marabout, Mes petites routines méditation pour des journées plus zen, un programme de 28 jours avec tout plein de petits exercices, même des QR codes pour apprendre à méditer. Bravo pour cet ouvrage. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous lundi matin dans la matinale à 7h-5 pour Standard Deline et puis lundi après-midi bien évidemment entre 16h et 17h30. Je vous souhaite un agréable week-end à l'écoute d'RCFM. Christina Lozzi sur RCFM jusqu'à 16h.